François Sarano, bonjour. Votre livre Bonjour. chez Actes-Sud, Le retour de Moby Dick, qui est vraiment devenu un livre culte, je dirais, sur les cachalots. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la vie sociale de ces cachalots qui a l'air d'être incroyable, hein, très basée sur la solidarité? Déjà, c'est plutôt des vies de femelles. D'abord, les cachalots ne s'entendent pas autrement que socialement. Le cachalot est d'abord un être social. Déjà, ça fait rêver. Oui, et cette société, elle est basée sur la solidarité, elle est basée sur le souci de l'autre. Alors, la société des cachalots est d'abord matrilinéaire et matriarcale. Les groupes sociaux sont des groupes de femelles adultes qui ont toutes une arrière-arrière-grand-mère commune, hein, matrilinéaire. Et matriarcale, elle dirige le groupe au sein duquel il y a donc les femelles adultes et tous les jeunes femelles et jeunes mâles. Les jeunes femelles vont rester au sein de ce clan et elles y passeront vraisemblablement, si tout se passe bien, leur vie. Les jeunes mâles à maturité sexuelle, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce qu'ils ont leurs dents à partir de 6 ans, ils commencent à avoir des attitudes de grand mâle à 8-10 ans, mais ils sont toujours là. Bon, bref, à un moment donné, ces jeunes mâles vont quitter le clan maternel et ne plus jamais y revenir. Ils vont partir en groupe et ils vont aller chasser dans les eaux froides du sud, Kerguelen, Crozet pour nous, les eaux froides du nord, l'Arctique, ou en gros pour les hémisphères nord. Et ces cachalots vont revenir beaucoup plus tard, vers l'âge de 20-25 ans, pour se reproduire dans d'autres clans de femelles qui sont restées, elles, dans les eaux tropicales. Ce qui caractérise ces clans de femelles, à la fois, c'est encore une fois cette solidarité dans le groupe qui est toute axée autour, non pas de la femelle dirigeante, entre guillemets, si tant est qu'il y ait une direction, parce que la matriarche est celle qui semble suivie, mais ça semble pas être quelqu'un qui... C'est plutôt une grand-mère, finalement. Ah, c'est pas non plus la grand-mère, c'est pas non plus les grand-mères. Les grand-mères semblent jouer un rôle important, mais... Bon, disons que chez nous, Irène Gueule-Tordue, quand elle se met en route, les autres semblent suivre. Mais c'est tout ce qu'on peut dire. Donc, ce n'est pas elle le personnage principal dans ce clan donc, de femelles. C'est la nounou. C'est la nounou. Et nous avons au sein de ce clan une nounou babysitter qui s'appelle Germine, qui est une jeune femelle, qui, elle, s'occupe des petits lorsque les mères vont chasser dans les profondeurs et ces profondeurs étant inaccessibles aux jeunes, elles sont obligées de les abandonner en surface dans le grand bleu où il n'y a nulle part où se cacher et se protéger des prédateurs et où les petits seraient vraisemblablement tués s'ils n'avaient pas avec eux un adulte, une adulte pour les protéger. Et dans le cas de notre clan, cet adulte, c'est une femelle qui s'appelle Germine et qui est une jeune femelle. Et cette femelle, depuis 2011 que nous suivons, que nous vivons en partie avec cette famille de cachalots, eh bien, elle s'est occupée de tous les jeunes qui sont nés, des 11 jeunes que nous avons vus naître. Elle s'en est occupée, elle s'en occupe toujours aujourd'hui, même des plus âgés, hein, même si Elliot et Tache Blanche maintenant ne vont plus trop avec elle. Et elle, non seulement surveille la crèche, elle rassemble les petits et reste avec eux, les surveille, parfois les houspille un peu lorsqu'ils ont tendance à un petit peu se bousculer, et surtout, elle se laisse téter par chacun de ces petits à la demande, sans pour autant que nous ayons pu voir si elle avait du lait ou non. Et comme nous avons vu filmer des dizaines d'allaitements, il est vraisemblable que cette nounou ne soit pas une nounou allaitante, mais une nounou babysitter, même si elle se laisse téter. Et en tout cas, c'est elle et elle seule qui s'occupe de tous ces petits. Et donc, elle joue un rôle fondamental, puisqu'elle supplée la mère dans son rôle protecteur lorsque cette mère est absente. Et nous avons vu aussi qu'il y avait d'autres nounous, mais d'autres nounous complètement différentes. Les nounous allaitantes. Celles-ci suppléent la mère en se laissant téter par
un petit qui n'est pas le leur, évidemment, alors qu'elles n'ont pas de petit elles-mêmes, et elles ont du lait. On voit évidence de lait lorsque le petit s'arrête de téter, pouah, il y en a souvent partout, etc. Donc ces nounous-là suppléent la mère en se laissant téter et en nourrissant un petit qui n'est pas le leur. Mais elles ne s'occupent que d'un seul nouveau-né, et pas de tous. Donc il y a une vraie différence entre cette nounou babysitter, Germine, et les nounous allaitantes comme Yukimi, comme, je sais pas moi, Dokale ou Emi, qui elle, encore une fois, supplient la mère pour la nourriture. Mais c'est cette sorte de solidarité sociale qui permet donc aux cachalots de vivre dans un milieu qui est extrêmement difficile, hein, la haute mer, encore une fois, c'est un milieu dangereux, et c'est comme ça, je pense, qu'ils arrivent à vivre bien dans ce milieu, et laisser du temps aux jeunes pour jouer, pour explorer leur monde, et par conséquent, pour trouver des choses nouvelles, pour innover, et donc, si ces innovations sont retenues, transmises, et donc modifier la culture du groupe, et par conséquent, peut-être, dans des milliers d'années, arriver à de nouvelles espèces. Et ça, on sait si cette culture, ça passe à travers les femelles. On a vu que pour les orques, on a fait des études où on a montré justement que quand la grand-mère, ce qu'ils appellent la matriarche, mourait, le groupe semblait plus faible et un peu perdu. On a vu ça un petit peu chez les cachalots ou pas? Alors chez les cachalots, nous n'avons pas de recul. On n'a aucun recul. Nous sommes les premiers à avoir fait un arbre généalogique complet d'un clan. Et avoir trouvé l'arrière-grand-père de notre petite Lana, par exemple, qui est née dans la nuit du 20 au 21 février 2019, dont la mère est justement la matriarche, Irène Gueule Tordue, le père est Noé, la grande-tante est Mystère, le demi-frère est Arthur. Bon, et nous avons pu remonter jusqu'à l'arrière-arrière-grand-père, qui est Caire 2007, c'est pas un nom très joli, mais c'est le nom de baptême qu'il a eu, parce que découvert mort à Kerguelen en 2007, eh bien, nous avons pu relier son génome directement à celui de notre petite Lana. Donc, nous sommes les seuls à avoir ces arbres généalogiques et à maintenant comprendre un petit peu comment les clans sont structurés en fonction des liens de parenté, mais aussi transversalement en fonction des liens sociaux. Typiquement, les nounous transgressent ces liens de parenté et bouleversent ce qui, chez les sociétés animales un peu moins complexes, structure. Les sociétés animales moins complexes sont toujours très bâties autour des liens de parenté. Non, là, il y a une sorte de transgression très très importante. Au point que, dans certains cas, la nounou supplée totalement la mère. On a un exemple, nous. Un petit mâle qui s'appelle Alexander vit en permanence avec sa nounou et non pas avec sa mère maternelle que nous n'avons vu allaiter qu'une seule fois, alors qu'on a vu sa nounou allaiter 15-20 fois. Et il a fallu l'analyse génétique pour démontrer, parce que je n'y croyais, moi-même j'y croyais pas, que Amy, la nounou, était que la nounou d'Alexander et que sa mère était Caroline, une autre femelle, qui d'ailleurs ne s'était déjà pas occupée de sa demi-sœur aînée Zoé. Bon, comme quoi le sens maternel, il y a des humaines qui l'ont pas, il y a des cachalots qui l'ont pas non plus. Ce qu'on découvre en étant accueilli par ces cachalots dans ce petit groupe, c'est l'extraordinaire diversité des personnalités. On a 17 femelles adultes. Dans ces 17 femelles adultes, on a tous les cas de figure. On a cette fameuse Caroline, qui est vraiment une mère qui se soucie peu de ses petits, mais vraiment peu. Et on a à l'opposé, et puis Lucie, qui, elle, est attachée pathologiquement à ces deux jeunes, Roméo et Darren. Au point qu'au début, je disais, bon, Roméo, disons, il est vraiment pas un cachalot explorateur, il est toujours dans les jupes de sa mère. Pas du tout, c'est pas lui qui est dans les jupes de sa mère, c'est sa mère qui le couvre beaucoup. Et puis on a par exemple Irène Gueule Tordue qui, elle, laisse ses petits 50% du temps à Germine ou à Yukimi par exemple, et s'occupe le reste du 50% du temps de ses petits. C'est-à-dire qu'on a véritablement, toute une diversité, pas simplement d'identité, mais vraiment de personnalité, parce qu'elles se construisent, ces personnalités, au cours du temps. Elles se construisent. Et comme je disais, j'évoquais dans un épisode précédent, Elliot,
a une personnalité que son demi-frère Tache Blanche ou les autres cachalots mâles n'ont pas du tout. Elliot ne pourra jamais être remplacé par Arthur, qui est un timide. C'était mon préféré, moi, Arthur. Eh ben, pas de chance, c'est un gros timide, qui vient pas au devant, qui reste au loin, qui est pas très curieux. J'ai gros, hein, mais bon. Merci de nous faire voyager avec vous, avec ces cachalots. Merci.